Il est 9 h du matin et Justin peint sous un soleil de plomb. Cela fait plusieurs jours qu'il travaille sur cette publicité, une tâche que d'autres auraient achevée en moins d'1 heure en collant une affiche. Mais pour cet artiste, le résultat en vaut la peine. Il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais obtenir avec une affiche numérique imprimée, mais que vous avez avec une peinture bien réalisée. Justin travaille pour la société Colossal Media, fondée à New York en 2004 par un autre peintre et 2 de ses amis. À l'époque, peu d'entreprises peignaient encore des publicités sur les murs. Ce que je découvrais, c'est qu'alors que je tombais amoureux de cet art, il était en train de mourir. Avec le développement de la technologie, il y avait des moyens bien moins chers et plus rapides pour faire ça. Et moi, je voulais justement passer ma vie à peindre des pubs. Paul et ses associés ont donc commencé à louer des emplacements eux-mêmes et à contacter directement les annonceurs. Mais à plus de 30 000 € la publicité, difficile de les convaincre. Leur réaction, c'était « Pourquoi ? Dites-moi pourquoi je devrais dépenser plus d'argent pour quelque chose qui va prendre plus de temps. Vous m'expliquez ?» Mais au fur et à mesure que le street art est devenu plus populaire, ces pubs esthétiques ont gagné du terrain. Surtout à New York, berceau du graffiti, où les peintures publicitaires attirent désormais aussi l'œil des touristes. Aujourd'hui, la société de Paul réalise plus de 500 commandes par an dans 6 grandes villes américaines et a même plusieurs concurrents sur le marché. De quoi s'assurer que cet art du passé s'inscrit dans le futur. Dans la jungle philippine, l'insurrection communiste forme sa relève. Armée de fusils et d'ordinateurs portables, une nouvelle génération de combattants a rejoint les rangs d'une des plus anciennes rébellions d'Asie. Leur objectif ? Renverser le système capitaliste des Philippines. Catherine rêvait de devenir présentatrice de télévision, mais cette jeune diplômée a troqué le micro pour un fusil d'assaut. Nous affrontons un ennemi qui commet des atrocités contre le peuple, contre les jeunes et les autres secteurs de la société. Face à eux, il faut résister debout, pas se terrer dans la peur. Des partisans attirés par les promesses de justice face aux inégalités. L'archipel connaît l'une des croissances les plus fortes d'Asie, mais un Philippin sur 5 vit avec moins d'$1 par jour. Catherine a rejoint la rébellion suite au licenciement de son père ingénieur pour avoir monté un syndicat. Je suis très contente de parler aux membres de la communauté locale et d'apprendre à connaître leur situation. En découvrant combien nos vies sont différentes, comment ils sont maltraités, et en leur apprenant leurs droits, ils comprennent qu'il est nécessaire de lutter. Jaime Padilla est l'un des hommes les plus recherchés des Philippines. Ce leader communiste a rejoint la nouvelle armée du peuple, peu après le début de la rébellion à la fin des années 60. Les négociations de paix entre le gouvernement et l'insurrection sont depuis peu au point mort, une paralysie qui a donné lieu à une nouvelle vague de violence. Et à 70 ans, Padilla est toujours prêt à se battre. Ça fait 50 ans que nous combattons et peu importe s'il nous faut encore 50 ans. La jeunesse va poursuivre la rébellion. Même si ça prend 100 ans, tant que la jeunesse est ici, les fermiers et les citoyens sont prêts à se révolter. Une jeunesse communiste sur laquelle il compte pour poursuivre l'insurrection, dans un conflit qui a déjà fait au total 30 000 morts, selon les estimations de l'armée philippine. « 5 h du matin. Dans le massif des Rhodopes, en Bulgarie du Sud, les cultivateurs de tabac sont déjà au travail. Récoltés à la main tout l'été, les feuilles seront installées sur les séchoirs et mettront encore plusieurs mois avant d'arriver jusqu'aux fabricants de cigarettes. Une activité chronophage à faible rendement, moins de 3 € par kilo. Nous pensons abandonner la culture du tabac. Ça ne sert à rien, on ne gagne plus rien. Il y a trop de dépenses pour peu de revenus au final. La région de Tchakovo abrite toujours le plus grand nombre de cultivateurs de tabac de l'Union européenne par habitant. Autrefois l'un des fleurons agricoles et manufacturiers du pays, le secteur du tabac bulgare n'est plus que l'ombre de lui-même. La fin du communisme a conduit à la dissolution des fermes coopératives. Nous sommes passés de plus de 100 000 tonnes par an provenant des 4 variétés de tabac cultivées ici dans les années 80 à 16 000 tonnes en 2016. Nous restons le 5e plus grand pays producteur de tabac de l'Union européenne, mais la baisse est drastique.
Ici, le produit phare, c'est l'oriental, un tabac blond apprécié pour ses arômes très prononcés, uniquement cultivé dans les Balkans. Mais la Turquie, la Grèce et la Macédoine voisine ont augmenté leur production et menacent d'évincer la Bulgarie du marché. Tel que le secteur est organisé actuellement, avec d'innombrables petites exploitations, de faibles rendements, un savoir-faire insuffisant, un taux d'éducation peu élevé et une grosse dépendance politique de la population qui y est employée, il n'y a aucun avenir. Le sol infertile et peu profond ne laisse pas beaucoup d'autres choix que la culture du tabac. Les producteurs bulgares devront se moderniser au risque de voir leur secteur partir en fumée. Une structure en bois, des roues et une surface de moins de 10 mètres carrés, c'est ce que l'on appelle une tiny house, une minuscule maison en français. Un concept venu des États-Unis, largement popularisé après l'ouragan Katrina pour fabriquer des maisons rapidement et à bas coût. C'est une autre crise qui a poussé l'architecte allemand Van Boo à en construire à Berlin depuis 2 ans. Une idée qu'il a eue pour aider les milliers de réfugiés sans domicile dans la ville. Il faisait froid, c'était en hiver. Il neigeait, il pleuvait et il devait dormir dans la rue, devant le bureau d'enregistrement. Donc j'ai pris ma perceuse, j'ai récupéré du bois que j'ai trouvé par hasard dans la rue et je l'ai amené là où 20, 30, 40 réfugiés faisaient la queue en s'ennuyant à mourir. Et on a tout simplement commencé à construire. Depuis 2015, ce sont des dizaines de maisonnettes qu'il a construites à l'aide des réfugiés. Des logements qu'il loue ensuite à des personnes à faible revenu pour une centaine d'euros par mois. Ali, arrivé de Syrie il y a 1 an et demi, fait partie de son équipe. Je travaillais comme menuisier en Syrie et aussi au Liban. Et maintenant en Allemagne. J'ai construit une tiny house à Stuttgart et maintenant je construis celle-ci avec mes collègues. Aujourd'hui, c'est toute une communauté qui se passionne pour ces petites maisons en Allemagne. Noam s'est lui aussi lancé dans la construction d'une tiny house, moins pour des questions d'argent que pour vivre différemment. Ça permet aux gens d'avoir un style de vie plus minimaliste et simple. Je pense que les gens qui vivent dans des tiny houses sont plus conscients du fait d'utiliser leur temps de manière judicieuse. Comme l'espace est très limité, ce qui se passe à l'extérieur est plus important qu'à l'intérieur. Faite de matériaux recyclés, la maison de Noam est alimentée en énergie grâce à des panneaux solaires. Une fois terminée, elle sera exposée pendant 1 an pour servir d'exemple à ceux qui voudraient aussi se lancer dans l'aventure. Dans la baie de Dakar, cette équipe d'archéologues sénégalais se prépare pour un nouveau jour d'exploration des fonds marins. Nous sommes sur les alentours de Gorée. Nous avions trouvé quelques épaves, parmi lesquelles les autres sont anciennes. Et nous pensions que ce sont des épaves liées à la traite atlantique, mais ça reste à voir. Pendant longtemps, les recherches archéologiques n'ont été que terrestres. À quelques mètres de là, l'île de Gorée fut l'un des plus grands centres de commerce d'esclaves de toute l'Afrique entre le 15e et le 19e siècle. Mais depuis 3 ans, le projet SlaveRex a permis de former les archéologues et de débuter les explorations sous-marines. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture, dans la possibilité d'apporter du sang neuf dans la recherche scientifique. Dans la recherche scientifique où l'histoire de la traite négrière a été longtemps écrite, mais tout simplement basée sur des preuves documentaires. Sous l'eau, le ratissage se fait mètre par mètre. On estime à 1 millier le nombre de navires d'esclaves ayant coulé pendant cette période dans le monde, mais ils sont très difficiles à retrouver et à identifier. Seules les traces d'un unique navire négrier ont pour l'instant été retrouvées au large de la ville du Cap en Afrique du Sud. Aujourd'hui encore, les plongeurs n'auront trouvé que des épaves récentes. Mais pour l'archéologue Ibrahima Tiao, la persévérance est à la hauteur de l'enjeu, réconcilier les Africains avec une période tragique de leur histoire. L'histoire peut avoir un rôle thérapeutique. Quand nous aurons terminé, que notre travail sera rendu public, ce sera douloureux, mais je pense que c'est la meilleure façon d'aller de l'avant.
Selon certaines estimations, plus de 12 millions d'Africains ont été réduits en esclavage pendant la traite atlantique. Pendant une semaine, ces luttes initiatiques traditionnelles dites Evala drainent du monde à Kara, ville située à plus de 400 km au nord de la capitale Lomé. Lorsqu'on t'initie, tu dois faire 3 ans de lutte. En ce moment, tu as droit à la viande du chien. C'est après cela que tu as intérêt à te marier, même à connaître même femme. Tu ne dois même pas connaître femme avant ton initiation. Quand tu finis tes 3 ans, tu dois te marier maintenant, aller fondre ton foyer. Tu seras majeur maintenant, prêt à défendre ta famille. C'est sur Super Evala que les rideaux sont tombés 23 juillet dernier à Kara, au nord du Togo, sur l'édition 2017 de ces luttes annuelles traditionnelles propres au peuple kabyle de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ceci en présence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Nous qui sommes kabyles, nous devons prendre en considération notre tradition pour que ce que nos grands-parents, ce que nos aïeux avaient fait, soit comme ça et pour continuellement. On dit dans les 3e années, c'est les rouges qui ont gagné parce que c'est les rouges là, c'est dans les rouges là que le champion est sorti. 16 jeunes champions issus des finales cantonales et de l'édition 2016 de ces compétitions traditionnelles se sont affrontés au stade de Kara. Ils vont chacun emporter l'une de ces motos. Le super champion des Evala de cette année de ces régions montagneuses du Togo est connu à l'issue de cette dernière étape. Rendez-vous donc l'année prochaine pour l'édition 2018 des Evala, l'une des plus grandes manifestations culturelles de la République togolaise.